Bonjour, je vais reprendre avec cette dernière partie concernant le chapitre des besoins nutritionnels et on va achever avec les besoins en sels minéraux et en oligo-éléments. Alors les sels minéraux, comme les vitamines, sont donc indispensables à la vie. Les sels minéraux donc représentent 4% du poids du corps. Certains d'entre eux doivent être apportés chaque jour et en quantité importante. Ils sont classés en deux catégories, les éléments minéraux majeurs ou macroéléments, qualifiés d'électrolytes. Ils comprennent donc le sodium, le potassium, le chlore, ainsi que le calcium et le fer, et le magnésium et le phosphore. Le plus souvent, ils participent au métabolisme ou entrent dans la composition des tissus et sont donc nécessaires en quantité relativement importante par rapport aux oligo-éléments qui sont présents à l'état de trace, mais leur importance est essentielle en tant que cofacteurs enzymatiques. Donc il y a les macroéléments ou éléments minéraux, appelés également qualifiés d'électrolytes, et qui doivent être présents en quantité assez importante, et les oligo-éléments qu'on doit trouver en trace, mais ils ont un rôle très important et essentiel à notre vie. Ce sont donc les oligo-éléments, ce sont donc l'iode, appelé des fois métaux lourds, le cuivre, le fluor, le chlore, le zinc, le cobalt, le sélénium et le manganèse. Bien que son rôle énergétique ni plastique, l'absence, bien que son rôle, ça veut dire bien qu'il n'ait pas de rôle énergétique, ni plastique ne rentre pas dans la constitution, l'absence ou l'insuffisance d'ions minéraux peut donc être à l'origine de maladies par carence. On va voir dans quelques exemples de carence de certains sels minéraux. Alors les ions, on va commencer par brièvement, je vous donne donc un aperçu parce que vous avez eu un cours assez détaillé avec Madame Sbaï. On va donc passer brièvement les principaux ions et essayer de ressortir leurs fonctions et les effets de leur carence. Alors en commençant par les ions sodium, vous savez très bien, je l'ai répété plusieurs fois, donc le sodium c'est le principal ion du milieu extracellulaire. Il joue un rôle très important dans le maintien de la pression osmotique ou la concentration osmotique extracellulaire. Alors associé donc aux ions chlore, dont le chlorure de sodium, sont donc les constituants principaux du milieu extracellulaire. Le sang, la lymphe circulante et les liquides interstitiels. Son élimination ou sa rétention par le rein influe en particulier sur la pression artérielle. Donc le sodium est l'élément minéral le plus important de l'organisme. Il participe à l'équilibre du milieu intérieur, on en a parlé l'année dernière suffisamment. L'apport alimentaire de sodium sous forme essentiellement de sel, NaCl, est de l'ordre de 7 à 8 grammes par jour et totalement absorbé au niveau de la muqueuse intestinale. Donc sans problème, l'absorption intestinale se passe très bien sans problème des sels. Il est généralement excédentaire par rapport aux besoins de l'organisme qui sont donc de l'ordre de 1 à 2 grammes par jour. Donc on mange plus de sel qu'il n'en faut, avec des conséquences néfastes sur la pression artérielle. C'est à cause donc de cette consommation très importante de sel qu'il y a donc des maladies ou d'hypertension. Le système nerveux et les hormones, l'aldostérone intervient dans la régulation du taux de sodium dans le sang. C'est donc ce qu'on appelle la natrémie. Donc l'aldostérone qui est libérée par la milieu sénale, il joue donc un rôle sur la réabsorption du sodium. L'excédent est donc filtré par les reins et éliminé dans les urines. Donc l'excès de ce qui est apporté, donc il est filtré au niveau des reins pour être éliminé. On le consomme généralement sous forme de sel, de cuivre, mais il est aussi présent dans de nombreux autres aliments, comme le pain, certaines eaux minérales, le lait, les poissons, les œufs, les conserves, donc la charcuterie, le fromage. Donc tous ces aliments contiennent suffisamment de sel pour donc subvenir à leurs besoins. La diminution de consommation est recommandée
à tout le monde, en particulier aux personnes hypertensives. Donc il faut faire très attention à la consommation de sel. Le pain à lui seul comporte 18 grammes de sel par kilogramme de farine. Il est donc responsable en moyenne de 30% des besoins journaliers en sel. Il est important donc d'apprendre aux enfants à consommer moins de sel si c'est possible. Alors les ions potassium. Donc l'ion potassium, c'est l'ion majeur du milieu intracellulaire. Ce sont donc les ions essentiels du milieu intracellulaire. L'apport alimentaire en potassium est totalement absorbé au niveau intestinal et excédentaire par rapport aux besoins, qui sont de l'ordre de 2 à 6 grammes par jour. Donc l'excédent est filtré bien sûr par les reins et rejeté dans les urines. Le potassium donc est présent dans les fruits secs, les bananes, les légumes secs, les viandes, poissons, chocolat. Il est indispensable à l'équilibre des cellules de l'organisme, à l'activité musculaire et au fonctionnement du cœur. Donc la contraction cardiaque, le mécanisme de contraction cardiaque donc, dépend également de la concentration en potassium. Donc une carence en potassium, en plus de ses effets dangereux pour le cœur, provoque donc des crampes musculaires. Donc il faut apporter suffisamment de potassium pour l'organisme qui joue un rôle très important dans l'influx nerveux et puis également dans la contraction du cœur. Les ions magnésium, ils sont donc contenus dans les 2/3 dans les os. Le reste est intracellulaire. Ils interviennent dans toutes les réactions du métabolisme productrice d'énergie. Ils sont indispensables à l'intégrité des membranes et au maintien du gradient ionique. Le gradient du calcium, du potassium et du sodium est maintenu grâce à les échanges de ces ions. Ils ont besoin donc de magnésium. L'activité ionique dépend également de la présence de magnésium. L'apport alimentaire en magnésium est le plus souvent insuffisant. Il est de l'ordre de 4 mg par kilogramme par jour, alors que les besoins de l'organisme sont évalués à 6 mg par kilogramme par jour. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé souvent de faire des cures de magnésium lorsqu'on a une sensation de fatigue, d'énervement, manque de sommeil. Donc on peut traiter ceci par donc, une cure de magnésium. Donc préférable de faire une cure espacée par 2 mois, 6 mois. Ça ne fera que du bien. Donc toute carence en magnésium se traduit par un ralentissement de la croissance osseuse et une hyperexcitabilité neuromusculaire à l'origine de tétanie liée. Tétanie, donc c'est une contraction musculaire soutenue, maintenue, liée donc à une perturbation du fonctionnement des pompes à calcium et constitue donc un facteur de risque cardiovasculaire. Donc le magnésium, il a un rôle très très important. Nous avons déjà vu qu'il joue un rôle dans donc, le transport des ions, mais également il a un rôle dans la contraction musculaire et l'éveil et l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Alors le magnésium est présent dans les fruits et les légumes secs, les fruits de mer, le chocolat. Il participe à de nombreuses réactions biologiques à l'intérieur des cellules. Une carence en magnésium est responsable de troubles musculaires, tétanie et de troubles digestifs aussi. Les ions calcium. Alors qu'il dit calcium, on pense souvent à l'os. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Consolidation de l'os se fait par le calcium. 99% des 1000 à 2000 à 1200 grammes de calcium de l'organisme sont concentrés dans les os et les dents sous forme de cristaux hydroxyapatite ou de cristaux d'hydroxyapatite. 1% intervient dans la contraction musculaire. Donc on parlait de la contraction musculaire. Donc l'élément initiateur de la contraction musculaire, c'est le calcium. Sans calcium, pas de contraction musculaire. La transmission des messages nerveux, la coagulation du sang, on en a parlé aussi l'année dernière. Donc c'est lui qui catalyse donc, la transformation des facteurs de coagulation, la prothrombine en thrombine active et également la transformation donc, des filaments de fibrine, de la fibrinogène en fibrine. Donc ça a besoin de calcium. Et les facteurs des anticoagulants sont des chélateurs. Ils vont fixer le calcium qui ne va plus être disponible donc, pour ces réactions-là. Alors pour couvrir les besoins qui sont de l'ordre de 9000 mg par jour, l'apport alimentaire en ion calcium doit être nettement supérieur car leur absorption intestinale n'est que de 30 à 50%.
Donc il faut consommer davantage pour permettre donc à une absorption suffisante de calcium. En cas d'insuffisance des apports alimentaires, il peut y avoir des minéralisations du squelette car le taux de calcium dans le sang calciumé est maintenu constant aux dépens du réservoir calcique des os. Donc des hormones comme l'hormone parathyroïdienne, calcitonine, intervient dans la régulation de la calcémie. Alors les apports nutritionnels conseillés pour l'enfant de 1 à 3 ans, on a besoin de 500 mg par jour. L'enfant de 4 à 9 ans, il en a besoin davantage parce que, et l'adolescent, il en a encore davantage besoin parce que c'est une période de croissance, de développement de l'os, il y a besoin donc de calcium. L'adulte, au-delà de 18 ans, il a un besoin de 900 mg par jour. L'homme, au-delà de 65 ans, il a besoin également d'une très grande quantité en os pour éviter donc la décalcification de l'os et des risques donc de cassure qui sont donc des accidents quotidiens qui arrivent donc chez les personnes âgées. Dès qu'ils tombent sur les fesses, donc hop, c'est la cassure donc du col des fémurs. C'est des accidents domestiques qui sont assez fréquents. Alors la femme, au-delà de 55 ans, il a besoin également de beaucoup de calcium, 1200 mg par jour. Alors, les femmes enceintes, 3e trimestre, ou allaitantes, ou après allaitement, ils ont également un besoin très important en calcium. Donc, un assortissement de fromage, par exemple, source de calcium, de protéines et de lipides, peut vous apporter donc vos besoins en calcium. Le phosphore, il est contenu donc pour l'essentiel 700, il est contenu donc pour l'essentiel 700 grammes dans les os et les dents, associés aux ions calcium, mais il participe également à la constitution de molécules fondamentales comme les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, l'ATP et les phospholipides des membranes. Il intervient aussi dans l'absorption et la transformation de certains aliments. L'apport alimentaire qui est de l'ordre de 1600 mg par jour est généralement suffisant pour couvrir les besoins de l'organisme qui sont de l'ordre de 700 à 900 par jour. Il est donc présent dans pratiquement tous les aliments, mais surtout le jaune de l'œuf, le pain et les légumes secs. On le trouve également dans les poissons, le sole par exemple, il est riche en protéines et en phosphore. En association avec le calcium, il est un constituant indispensable du tissu osseux, du fait que de sa large disponibilité, une carence donc en phosphore est exceptionnelle. Donc le calcium, on en trouve suffisamment dans les aliments qu'on consomme. Alors, je passe donc aux oligo-éléments. Les oligo-éléments sont donc une classe de nutriments, éléments minéraux purs nécessaires à la vie d'un organisme, mais en quantité très faible. On appelle oligo-éléments donc les éléments chimiques qui représentent une masse inférieure à 1 mg par kilogramme. Les oligo-éléments possèdent donc également une toxicité pour l'organisme lorsqu'ils sont présents à des taux plus élevés que la normale. Donc l'effet d'un oligo-élément dépendant de la dose d'apport. Lorsque l'oligo-élément est dit essentiel, son absence comme un apport excessif sont donc létaux. Définition. Donc les oligo-éléments essentiels répondent donc aux critères suivants. Être présent à une concentration peu variable dans les tissus d'un organisme, provoquer par leur absence des anomalies structurelles et physiologiques proches et de façon similaire dans plusieurs espèces. Prévenir donc ou corriger ces troubles par leur seule présence. Donc leur manque va être néfaste, mais ces effets néfastes peuvent donc être corrigés également par la présence de ces oligo-éléments. Les oligo-éléments sont donc des minéraux essentiels à la vie d'un organisme. Ils sont présents dans votre corps naturellement et grâce aussi aux aliments que vous mangez. Classification des oligo-éléments chez l'être humain. D'un point de vue nutritionnel, il est possible donc de distinguer deux types d'oligo-éléments selon le risque de carence. Les oligo-éléments essentiels à risque de carence démontrés, qui sont le fer,
l'iode, le cuivre, le zinc, le sélénium, le chlore et le molybdène, et des oligo-éléments essentiels à faible risque de carence ou non prouvés chez l'homme, qui sont le magnésium, sélénium, le vanadium et nickel et l'étain. À l'inverse, certains oligo-éléments sont toxiques à haute dose, d'autres ne le sont pas vraiment, mais peuvent être à l'origine de déséquilibres entre les éléments, c'est-à-dire entre les éléments eux-mêmes, c'est-à-dire un excès de zinc entraîne par exemple une carence en cuivre. Alors on va parler brièvement de quelques-uns de l'iode. L'iode, donc, entre la composition des hormones thyroïdiennes et l'apport alimentaire couvre en général les besoins, sauf dans les régions éloignées de la mer. Pourquoi? Parce qu'on consomme des sels de mer. On trouve un peu d'iode dans certains végétaux, l'ail, l'oignon, les radis, l'haricot vert. Alors la recommandation d'iode est de 250 microgrammes par jour. En France, l'iode est ajouté obligatoirement dans les sels de table. On en trouve également chez nous. Alors, le zinc, il entre dans la composition de nombreuses enzymes. Il joue un rôle dans la synthèse des protéines. On le trouve dans les produits de la mer, les viandes et le jaune de l'œuf. Son absorption est réduite par l'activité physique que l'on rencontre dans par l'acide. Alors là, il y a une erreur, bon, je dois corriger, dans l'acide physique que l'on rencontre dans les légumineuses et les céréales. Donc je vais revenir donc à cette phrase-là. Le cuivre, donc, on le rencontre dans les coquillages, les crustacés et le foie. Il est présent en faible quantité dans le corps, mais est indispensable à la synthèse des protéines et des glucoses, du glucides rouges. Les carences sont très rares et surviennent surtout chez les nourrissons. Le sélénium, il est présent dans les céréales complètes, la noix du Brésil, ainsi que dans la viande, le poisson et certains champignons. La dose recommandée est de 200 microgrammes par jour. Encore peu connu, le sélénium jouerait un rôle dans la défense immunitaire ainsi que le métabolisme des radicaux libres. L'apport de sélénium permettrait donc de lutter contre le vieillissement cellulaire et le cancer. Le fluor, c'est une constitution des os et de l'émail des dents. Il est apporté par les os de boisson. Une supplémentarité en fluor aide à se protéger contre les caries. Le fluor est ajouté dans 99% des dentifrices et 50% de celles vendues en France, même au Maroc. Alors la supplémentation des enfants avec les comprimés de fluor n'est pas nécessaire et est réservée à des cas précieux. Un excès de fluor peut donc être à l'origine d'une intoxication et d'une fluorose dentaire, apparition donc de taches blanchâtres ou brunes sur les dents. Le chrome, pour finir, on le trouve dans le foie, l'œuf de veau, les pommes de terre, les haricots verts, les brocolis, les céréales complètes, les asperges, la viande de levure, la levure de bière. Il est donc difficile d'en manquer dans la mesure où on le rencontre dans plusieurs aliments. Et les besoins journaliers sont évalués à 50 microgrammes. Le chrome intervient dans le métabolisme des sucres et des graisses. Le molybdène, c'est un métal réputé toxique. Le molybdène serait donc pourtant un oligo-élément indispensable à la dose de 30 à 50 microgrammes par jour. On le rencontre en particulier dans le céleri, dans l'ail et encore la papaye. Donc c'est un fruit. Il serait indispensable donc dans la synthèse de certains acides aminés. Le magnésium, pour finir, il est donc présent dans les céréales, les germes de blé, flocons d'avoine, les légumes secs, noix, et dans certains fruits, bananes surtout, l'ananas, les légumes verts, le chou, cresson, les épinards, mais que dans le thé aussi, ainsi que dans le thé. Alors l'organisme contient au total 20 mg de magnésium, de manganèse plutôt, mais il joue un rôle important dans le métabolisme des graisses et des sucres. Il intervient aussi dans la sécrétion d'insuline, dans la synthèse du cholestérol, dans le cartilage des articulations
et la paroi des vaisseaux. Une carence en magnésium serait donc responsable d'un retard de croissance des testicules, même ça peut aller jusqu'à la stérilité. Les besoins en fer. Le fer donc est un élément essentiel qui participe à la constitution de l'hémoglobine, principal transporteur d'oxygène du sang. Les cytochromes cellulaires, le transporteur d'électrons de la chaîne respiratoire mitochondriale. Il intervient également comme cofacteur dans certains nombres de systèmes enzymatiques cellulaires. Les besoins quotidiens en fer varient donc avec le sexe, l'âge et l'état physiologique, c'est-à-dire en fonction de la croissance, la grossesse, l'allaitement. Ils sont de l'ordre de 5 à 20 mg par jour. Ils sont entièrement couverts par les apports alimentaires malgré une absorption intestinale limitée qui est d'ordre de 10 à 20%. Alors la biodisponibilité du fer alimentaire correspond donc au pourcentage de fer alimentaire consommé qui franchit la barrière intestinale. Il peut être mesuré avec précision par des méthodes utilisant donc les isotopes radioactifs du fer. Alors, donc, tout ce que vous devez donc à retenir de ce dernier chapitre, qui a été largement également traité par Madame Sbehi, je reviens là-dessus souvent, vous devez donc retenir les principaux qui sont donc le calcium, sodium, magnésium, phosphore, potassium, le fer, magnésium, zinc, fluor et iode comme oligo-éléments. Avec leur rôle, ça c'est à retenir, au moins ça à retenir de tout ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez donc également un tableau qui résume donc les besoins minéraux et vitaminiques quotidiens, les apports recommandés par les principaux nutriments, vitamines et minéraux. Donc, vous avez un besoin énergétique en eau, en protéines, en calcium et en oligo-éléments et vitamines. Mais je préfère que vous reteniez plus le tableau précédent qui est le plus important. Donc, en résumé, l'organisme a besoin donc pour vivre d'un apport en quoi? En éléments énergétiques qui sont donc les protéines qui participent dans l'apport énergétique total de 15 à 20% dans une alimentation équilibrée. Il intervient également pour construire et renouveler nos cellules. Les glucides qui doivent être apportés ou contribuer à 50 jusqu'à 58% de l'apport énergétique total pour fournir de l'énergie. Les lipides, contribution 30 à 35% de l'apport énergétique total et intervient dans la constitution d'une réserve énergétique, donc il joue plutôt un rôle de réserve. En plus de ces substrats énergétiques, vous avez des substrats non énergétiques, l'eau principalement, on a besoin au moins d'1,5 litre par jour pour s'hydrater, hydrater les cellules. Et de même, l'eau il joue un rôle très important, donc il faut boire souvent le long de la journée. Pourquoi? Parce qu'il permet donc l'élimination des toxines et des déchets. Donc plus vous stimulez, donc plus vous apportez votre eau, plus vous allez faire fonctionner votre rein, qui est donc le filtre de l'organisme, et à travers ces filtres, donc il va donc emporter à l'extérieur de notre organisme, donc avec les déchets, donc tout ce qui est déchets métaboliques, tout ce qui est peut-être toxine pour l'organisme. Donc plus vous en buvez, plus c'est mieux pour votre santé. Alors on a besoin également de vitamines hydrosolubles et liposolubles qui sont indispensables à la croissance et au bon fonctionnement de notre organisme. On a besoin de minéraux, notamment calcium, magnésium, fer, sodium, potassium et de sélénium, qui participent à la construction du corps et ils jouent un rôle également de régulateur et de protecteur de notre organisme. Avec ça, on a besoin donc de fibres alimentaires qui agissent sur le transit intestinal et l'absorption de certains nutriments indigestibles. Alors, comme je finis donc c'est ce que je vais à dire, vous avez en annexe certains tableaux qui vont vous être utiles. Donc pour le plus d'informations, vous avez un tableau de composition des acides gras en quelques matières grasses. Tableau donc des différents types de vitamines avec les besoins et les troubles dus aux carences vitaminiques. Et vous avez également
quelques détails résumés donc des besoins en sels minéraux et les troubles dus à leur carence. Vous avez là donc sodium, potassium, magnésium, on en a parlé un petit peu, et c'est des oligo-éléments comme le cobalt, le cuivre. Donc ça c'était donc juste pour votre information. Il n'y a pas besoin donc de les apprendre par cœur, mais il faut se limiter au moins donc aux choses sur lesquelles donc j'ai insisté à travers les tableaux sur lesquels j'ai mis à retenir. Donc je vous remercie.